peau me dit tout de vous. Quand vous voyez une pathologie sur la peau, vous allez pouvoir trouver, dans une précédente émission, on parlait des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, certaines plaies des membres inférieurs qui apparaissent rapidement, qui sont très douloureuses, viennent d'une maladie intestinale. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec mon collègue le professeur Philippe Imbert, qui est un grand spécialiste de la dermatologie et beaucoup plus largement, je dirais, de l'être humain dans ses différentes pathologies. Et nous allons parler de l'eczéma, des eczémas et des relations entre la peau et l'intestin. Nous sommes également avec Jean Joyeux qui nous parlera justement des problèmes de l'intestin, de comment il faut se nourrir et en fonction de ce que va nous dire le dermatologue. Et d'ailleurs, tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Votre peau me dit tout de vous ». Oui. C'est extraordinaire. Oui. Alors, on apprend en médecine que la peau, c'est l'extérieur de l'intérieur. À l'intérieur, il se passe quelque chose et la peau va nous parler. Alors, les eczémas, comment tu les définis? Alors, l'eczéma, c'est une maladie, c'est un ensemble de maladies. Il y a des dizaines, peut-être des centaines de formes d'eczéma. C'est une maladie de la peau qui démange et qui est faite d'un érythème. La peau est rouge et elle a la particularité de faire développer des petites vésicules de la tête d'une épingle, donc des petites cloques d'eau qui vont se rompre et sécher. Donc on a des eczémas aigus avec les petites vésicules et puis on a des eczémas secs dès lors qu'on s'est gratté. Les vésicules vont s'ouvrir, l'eau va partir et la peau va être très sèche. Très sèche. Très sèche. Donc, qu'est-ce qui va caractériser l'eczéma? C'est cela, mais ça peut être l'expression de beaucoup de maladies. Si c'est à un endroit précis, vous avez une boucle d'oreille que d'un côté et dessous il y a cet eczéma, c'est évident que ça sera un eczéma de contact. Enlevez la boucle. Enlevez la boucle. Oui. On a cela au niveau de la ceinture, du bouton de jean. Si vous êtes allergique au nickel, vous allez avoir une plaque d'eczéma en regard de l'ombilic. Donc le dermatologue va poser des questions très précises, va observer. Cette jeune femme qui avait de l'eczéma derrière les deux mollets. C'était très difficile à savoir. Forcément, c'était probablement quelque chose de contact. On s'est aperçu que dans son travail, elle était sur un tabouret qui avait des barres et ses mollets, elle était en jupe, collée sur la barre. Et quand on a repositionné ses jambes, on a vu que c'était exactement à l'endroit de la barre. Est-ce que c'était une allergie de contact à la peinture, au métal, peu importe. Après, c'est très facile. On supprime la cause et on traite l'eczéma. Mais il y a des eczémas qui révèlent des maladies internes. Et c'est le cas notamment de l'eczéma atopique. Et l'eczéma atopique, pourquoi ce terme? Ça veut dire qu'on n'en connaît pas beaucoup les raisons. Ce sont des eczémas qui sont en général diffus, bilatérales, souvent symétriques, et qui commencent avec des endroits qui sont les plis des coudes. Et le nourrisson. Chez le nourrisson et derrière les genoux, et on peut acquérir un eczéma atopique à tout âge, à 7 ans, à 40 ans. Donc ici, parce que ce sont des endroits particuliers où il y a de la transpiration, etc. Et souvent, et c'est un peu ma tendance de dire que cette transpiration apporte peut-être à la peau des allergènes d'origine interne qui, par la sueur, vont se retrouver là et vont créer un eczéma de contact externe lié à quelque chose d'interne. Le gros problème de l'eczéma atopique, c'est que les dermatologues en sont, entre guillemets, propriétaires. Mais si le dermatologue ne s'occupe que de la peau, il va tout mettre dans la peau. Ouais. Il va tout dire que tout vient de la peau. Que c'est parce que la peau est ceci, la peau est sèche, la peau manque de ceci, d'un acide aminé, d'une protéine, etc. Dans d'autres pays, ce sont les allergologues. Dans d'autres pays, les immunologistes ou les internistes. Et quand on regarde la peau depuis l'intérieur, on s'aperçoit que l'eczéma atopique vient en fait de l'intérieur. Et notamment du tube digestif. On le verra. Mais il y a ce combat qui fait que, effectivement, en France, il y a on bloque un petit peu toutes les personnes qui veulent parler des causes digestives et notamment des allergies alimentaires dans l'eczéma. Et j'ai le souvenir d'un grand professeur de Bordeaux qui maintenant doit être à la retraite et qui est allé faire une communication à la Société française de dermatologie il y a une quarantaine d'années, et pour la première fois, il s'intéressait aux allergies alimentaires de l'eczéma. Eh bien, il a été pratiquement mis à la porte de cette conférence. Voilà. Et plus jamais de sa vie, il ne s'est intéressé, alors qu'il avait raison. Et effectivement, il y a un ostracisme. On ne veut pas parler des causes alimentaires. Parce que peut-être le dermatologue n'est pas formé à trouver cette allergie alimentaire.
haine est un poison de l'existence et d'une prison du passé. C'est le terrien qui crée les peurs. Le divin ne crée jamais peur. Et qu'est-ce que vous allez en faire de cette vie? Là, on prend conscience que c'était d'abord dans notre énergie et ça a été se figer dans la matière. Je dis souvent, on n'est pas venu faire une mission de vie, ça c'est un leurre. Audience, des médiumnités, clairvoyance, vous avez tout ça? Et quelle inspiration, qu'est-ce que c'est beau de regarder des gens qui sont là où ils doivent être. On ne naît pas tous au même endroit sur Terre avec les mêmes conditions. Est-ce qu'un enfant doit porter le poids des choix de sa mère? Tout ce que tu touches, tout ce que tu vis est. Et si t'arrêtais de te développer? Et si ce que t'étais était parfait? Ça va être la même problématique. Ouais. Des fois, je trouve ça un peu gnangnan, tu sais, ou une spiritualité un peu basique. Elle est dure, cette phrase. Si on veut arriver à une sérénité, une paix intérieure, ça passe par la libération des émotions. Naître, vivre et mourir, non, ça n'a pas de sens. La mort n'est qu'un passage. Nos parents nous ont rien appris sur les émotions. Ne pas penser, n'avoir aucune pensée, c'est impossible. On alerte parce que c'est sérieux. Parce qu'il y a une force plus grande qui nous habite. C'est ça le monde de demain. C'est ça. Bon, donc à ce moment-là, tu fais le lien entre ce qui se passe à l'intérieur du corps et en particulier dans le système digestif. Exactement. Avec les problèmes qui sont sur la peau. Sur la peau. Bon. Donc la peau parle, effectivement. Exactement. La peau parle. La peau, votre peau me dit tout de vous. Quand vous voyez une pathologie sur la peau, vous allez pouvoir trouver, dans une précédente émission, on parlait des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, certaines plaies des membres inférieurs qui apparaissent rapidement, qui sont très douloureuses, viennent d'une maladie intestinale. Et l'eczéma, puisque nous parlons d'eczéma aujourd'hui, vient cet eczéma atopique d'une pathologie intestinale. Et alors l'eczéma du nourrisson, qui se gratte, etc., d'une manière importante, on est obligé de mettre parfois des plâtres pour l'empêcher de se gratter, de saigner, etc. C'est épouvantable. Imaginez un nourrisson qui arrive à 5 mois, qui se gratte partout. Il est rouge des pieds à la tête. Et on lui met des antiseptiques, oui, parfois de grosse erreur. On lui met plein de produits sur la peau. Mais qu'est-ce que mange cet enfant? Il ne boit a priori que du lait. De vache. De vache ou de celui de la mère, oui. Et après du lait de vache maternisé. Oui. Il va en fait régurgiter. Mais encore faut-il lui poser la question à la maman. Est-ce qu'il régurgite? Oui. Est-ce qu'il a des coliques? Oui. Comment sont ses selles? Pas de très bonne qualité. Et on regarde la courbe de croissance et on voit une inflexion. À 3 mois, paf, la courbe s'aplatit. Donc cet enfant a une intolérance alimentaire. Allergie, intolérance, peu importe. Laquelle est-ce? S'il ne boit que du lait, c'est forcément le lait. Bien sûr. Donc on va supprimer le lait, c'est ce que je fais. Et on va donner un lait qui est déjà qui est hydrolysé, qui est coupé. Les protéines ne sont plus immunogènes. Donc ce lait qu'on appelle non allergénique, non pas hypo, mais non allergénique, eh bien, va remplacer le lait qu'il buvait. Et l'enfant va guérir. En 3 semaines, il n'a plus d'eczéma, vous n'êtes pas obligé de donner des pommades, il guérit totalement. Il n'a plus mal au ventre, il est heureux, et surtout, on va le voir se transformer. Il va être réveillé, il va prendre du poids, parce qu'en fait, il avait une malabsorption. Il revit. Oui. Son cerveau va retrouver les vitamines qu'il n'avait pas eues depuis là. Bien, rendez-vous compte, un jour, je reçois une famille, l'enfant est comme ça. C'est la plus facile des choses à faire. J'explique au papa et à la maman, arrêtez le lait que vous donnez, donnez le lait non allergénique que je prescris, qui d'ailleurs est en partie remboursé, et vous allez voir votre enfant. Et revenez dans 2 mois. Donc cet enfant qui avait 5 mois couvert d'eczéma revient 1 mois et demi plus tard. Il est guéri, il est magnifique. Il n'a plus d'eczéma, il a repris du poids, la courbe a remonté. Et les parents sont pas contents, ils sont comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas content? Non, on n'est pas content. Mais regardez, il va très bien. Oui, mais vous nous avez dit, vous nous avez menti. Ah bon? Et pourquoi? Oui, vous avez dit que l'enfant était allergique au lait de vache. Mais regardez, mon docteur a fait une prise de sang, c'est négatif, il n'est pas allergique au lait de vache. Je dis, écoutez, expliquez-moi, vous supprimez une seule chose, c'est le lait, et on le remplace par autre chose, et il guérit. Donc je leur ai expliqué qu'il n'y a pas de prise de sang. Parce que si on dose les IgE du lait de vache, on va peut-être doser les immunoglobulines contre la caséine. Et si cet enfant est allergique à la lactoglobuline, forcément la caséine, ça va être négatif. Donc non, ne croyez pas les tests biologiques. Les tests biologiques peuvent être négatifs, alors que vous avez bien une intolérance, une allergie au lait de vache. Donc ils ont quand même compris, mais c'était quand même très curieux de voir cette réaction très négative, alors que vous avez fait du bien. Malheureusement, en médecine, on voit cela.
Mais c'est ça la clinique, la vraie clinique, je dirais. Donc, tu supprimes le lait de vache et le gosse, il va guérir complètement. C'est ce qu'il faut faire pour tout enfant de C'est ce moins de qu'on 6 appelle mois. l'APLV, allergie aux protéines du lait de vache. Alors, on dit aux parents, peut-être APLV, ils comprennent bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que le médecin explique aussi les choses. Exactement, il faut expliquer. Les dermatos, pas les dermatos, les pédiatres là-dessus, est-ce que tu penses que les pédiatres s'y sont mis? On finit par comprendre. Non, parce que parfois ils sont dans l'idée que tout ça c'est faux parce qu'il n'y a pas de démonstration. Il y a des médecins qui veulent la preuve. Ouais, c'est ça. Et la preuve biologique. Mais moi, je veux la preuve thérapeutique. Je fais une action, ça marche. Mais pas des preuves biologiques. Qu'est-ce qu'on sait du mécanisme biologique? Peut-être qu'un jour on s'apercevra que c'est tel cytokine qu'il aurait fallu doser, mais pas un anticorps, etc. Non, c'est être pragmatique. Mais moi, je vois des jeunes internes, parfois, qui réfutent mes diagnostics alors que l'enfant va très bien et qui disent, oui, mais regardez, on a fait tous les tests biologiques, il n'y a pas de réaction allergique. Ils pensent que le test biologique donne le diagnostic, alors que c'est d'abord la suppression de l'aliment en cause, quoi. Et c'est là où le docteur Rancé de Toulouse a apporté beaucoup de choses, puisqu'elle a démontré que ces enfants qui étaient intolérants aux protéines de lait de vache faisaient non seulement de l'eczéma, mais également des angines, des otites, des rhinopharyngites, ils avaient aussi des problèmes infectieux. Donc on a toute cette histoire clinique, on ne parle absolument pas de prise de sang dans ces cas. Et qui fait qu'on va demander les amygdales, il faut enlever les amygdales, il y a les végétations parce que l'enfant ronfle, etc. Alors qu'en réalité, il y a une inflammation loco-régionale liée à de mauvaises habitudes alimentaires. Et il suffit d'arrêter ce lait de vache pour que l'enfant guérisse. Oui. Et alors, le nutritionniste, comment il voit les choses pour essayer d'aider les familles à comprendre et à changer les habitudes? C'est pas simple à aborder sans avoir un appui médical, parce que l'une des grandes obsessions chez les pédiatres, qui est logique, c'est que quand un enfant est en retard de croissance, que sa croissance a été stoppée net, j'ai eu l'occasion de constater ça à plusieurs reprises pour des jeunes enfants qui étaient en dessous de 6 mois, effectivement, le réflexe, c'est de dire il faut plus de lait. Donner plus de lait. J'ai un souvenir quand même assez précis d'une petite de 5 mois qui grandissait plus, qui ne grandissait plus depuis ses 5 mois. Donc, il lui avait été conseillé plus que chaudement de consommer plus de lait. Puis j'ai fait le calcul avec tout ce qu'elle prenait de la quantité de protéines qu'elle apportait par jour, et elle mangeait l'équivalent de 9 grammes de protéines par kilo et par jour, ce qui est à peu près 9 fois trop. Oui, parce que pour nous, c'est normalement 1 gramme de protéines par kilo et par jour. Alors, pour un adulte sédentaire, 0,83, et pour un enfant, dans les 2 premiers mois, ça va être 2 grammes, mais après, ça redescend très très rapidement aux alentours de 1 gramme. Donc là, il y en avait énormément. Donc la petite était très constipée. Elle avait des lésions cutanées, un eczéma diffus qui a été d'abord diagnostiqué comme une mycose, mais comme le traitement antimycosique ne marchait pas, du coup ils ont essayé d'autres choses, et avec la cortisone qui réduisait un peu. Et donc j'ai tout simplement longuement discuté avec les parents, et puis j'ai cherché à faire la part des choses, parce que je peux pas aller dire voilà, votre médecin s'est trompé. Son intention, je la comprends très bien et j'y souscris totalement. Après, il y a toujours un débat avec cette histoire de produits laitiers. Donc j'ai dit on va stopper les laits de vache. Oui. Et on va passer à du lait chèvre et brebis. Et on va donner en petite quantité, on va répartir l'apport protéique différemment. Et la première chose qui a été un soulagement extraordinaire pour ces parents-là, c'est que la petite a recommencé à faire des nuits complètes, elle dormait plus. Oui. Ensuite, 3 mois après, elle a fait ses premiers pas, la croissance a repris, alors c'est resté un petit gabarit, je les suis toujours, mais l'eczéma a réduit. Alors il y a une pommade dermatologique de qualité qui a été prescrite par un médecin dermatologue qui a confirmé que c'était effectivement l'eczéma. Donc, il y a eu un suivi assez complet. Mais du côté de la nutrition, on a en fait garanti un apport protéique avec plein d'autres choses, et on a garanti les apports de tous les nutriments dont cette petite avait besoin par d'autres biais, c'est-à-dire le poisson, etc. Puis un aspect très très important pour la santé de la peau, c'est la qualité des lipides qu'on va consommer. Or, dans les laits maternisés, la plupart du temps, on va avoir beaucoup de graisses saturées. Ça a beaucoup évolué, mais on a besoin aussi d'une autre qualité de graisse, notamment les acides gras polyinsaturés, qui sont très très importants pour la structure de toutes les membranes, de toutes les cellules. Mais le meilleur reflet de notre apport en acides gras polyinsaturés, c'est la peau.
Parce que voilà, si on enlève l'eau dans la structure de la peau, je crois qu'on est aux alentours de 60% de lipides dans la structure cutanée. Le cerveau, c'est plus de 90%. Donc la qualité des lipides qu'on mange va être absolument cruciale pour la santé de la peau, pour sa constitution, mais aussi pour sa capacité de résilience face à une abrasion, une irritation, une inflammation. On arrive aux oméga 3, aux oméga 6 alors. Oui. Dans les huiles végétales. Oui. Est-ce que tu permets que je raconte une histoire d'une maman très motivée pour l'allaitement maternel? Oui. Elle a raison. Maman, elle a pas mieux pour nourrir, il n'y a pas mieux. Sauf que, parfois, l'allaitement maternel peut être catastrophique. Tout à fait. Au Moyen-Âge, on raconte ces histoires où les mamans alimentaient leur enfant qui dépérissait, le déposaient au pied d'un arbre, n'avait plus rien à faire. Eh bien, cette maman qui promouvait l'allaitement maternel, son enfant était couvert d'eczéma. Et il dépérissait. C'est-à-dire qu'à l'âge de 2 mois, 3 mois, il a pris un petit peu de poids, et ensuite, à 6 mois, il perdait du poids, il avait le même poids qu'à 2 mois. Imaginez, la courbe faisait ça. Et ça venait du lait maternel. Et tout le monde disait, les médecins même disaient, mais c'est pas possible d'être allergique au lait maternel. Mais si, parce que dans le lait maternel, il y a des protéines, il y a de la mange la maman. Et que mange la maman. Donc cette maman, on a eu beaucoup de mal de lui dire qu'il fallait arrêter, parce que pour elle, c'était le meilleur. C'est le meilleur quand tout va bien. Oui. Attention, le naturel, c'est bien quand tout va bien. Et donc, on a réussi à lui dire d'arrêter d'allaiter, on a donné le lait non allergénique, et l'enfant, très vite, le sommeil est retrouvé, et surtout toutes les carences, parce qu'imaginez, ces enfants ont des carences, on va en parler des omégas, ça me fait grand plaisir, mais en vitamine C, en vitamine E, imaginez un cerveau qui, dans les premiers mois de vie, va manquer des vitamines essentielles. Bien sûr. C'est grave. Donc oui, il y a urgence, c'est une urgence d'ailleurs. Quand je faisais les cours sur les urgences dermatologiques, je mettais l'eczéma atopique. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a 3 semaines, 1 mois pour corriger, pour qu'il y ait plus de carence dans les organes. Alors, tu as dit, vitamine E, c'est une vitamine liposoluble, comme la A, la E, la K, la D, et puis vitamine C, vitamine hydrosoluble. Oui. D'accord. Et alors, les oméga 3 et les oméga 6. Parlons-en. Alors ça, oui. Acides gras essentiels, c'est ce qu'on dit. Ce sont des acides gras essentiels, ce qui veut dire en biologie que nos systèmes enzymatiques ne sont pas capables de les fabriquer. Donc, on est obligé de les apporter par l'alimentation. Alors, il faut avoir conscience que ce sont des familles d'acides gras. Donc, on a la famille des oméga 6, on a la famille des oméga 3, et qu'on ne peut pas fabriquer des oméga 3 avec des oméga 6 ou vice versa. Ensuite, dans cette famille-là, on va distinguer, pour rester très pratique, parce que des noms de molécules à tiroir, on les retiendra pas forcément, mais faut être très pratique. On va faire un distinguo entre les oméga 3 végétaux et les oméga 3 issus notamment des poissons, donc plutôt d'origine animale entre guillemets. Animal, oui. Voilà, les poissons faisant partie du règne animal. Donc il y a des différences, c'est pas les mêmes molécules. Pour citer les noms, pour ceux que ça intéresse, donc dans le règne végétal, on va trouver l'acide alpha-linolénique et l'acide stéaridonique. Et puis dans le monde des poissons et de certaines algues, on pourra trouver l'eicosa pentaénoïque et le docosahexaénoïque. hexaénoïque. Donc ce sont des acides gras qui ont une structure bien particulière, qui ont une particularité très intéressante, c'est qu'ils restent liquides à des températures très basses. Ce qui est le propre des poissons des mers froides, ils doivent pouvoir continuer à nager à des températures très basses. Ils auraient un tissu adipeux constitué de graisse saturée, ils seraient figés comme du beurre. Dur, oui. Voilà, donc c'est pour eux c'est une nécessité physiologique. Comparativement, dans les animaux de terre qui ont une capacité de thermorégulation beaucoup plus aboutie, qui ont un pelage, etc., eux ils n'ont pas besoin d'en fabriquer autant. Donc les produits issus du bœuf, issus, il y en a pratiquement pas. Il y en a très peu. Oui. Le bœuf, le porc, etc. Les gros animaux de la terre en contiennent moins, et la volaille en revanche en contient un peu plus. Donc faut faire des choix alimentaires déjà plus orientés sur la volaille et les poissons de manière assez fréquente. La volaille bien nourrie alors. La volaille correctement nourrie, tout à fait. On a l'association Bleu Blanc Cœur qui a fait des démonstrations depuis une 30aine d'années sur ce sujet-là. La nutrition animale est déterminante sur la qualité de ce qu'on va retrouver comme profil lipidique. Donc faire consommer de la luzerne, des graines de lin, des tourteaux de lin à la volaille, ça va permettre d'avoir des œufs qui peuvent contenir entre 3 et 5 fois plus d'oméga 3 qu'un œuf standard, et on va pouvoir obtenir aussi la chair d'un animal qui contient davantage d'oméga 3, la chair et la peau, puisque la peau est grasse et c'est du très bon gras pour la santé. Et ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que donc faut consommer du poisson. Alors dans la littérature, on conseille un minimum de, dans le monde de la prévention cardiovasculaire, on conseille un minimum de 2 portions de poisson par semaine, et on serait plutôt sur un idéal
de 3, voire donc un peu 2, plus. 3 fois par semaine, quoi. Ouais, entre 3 et 4, j'aime bien conseiller. Oui, mais on va te dire que la mer est polluée, qu'il y a du mercure. C'est vrai, tout à fait. La mer est polluée, il y a du mercure. Le méthylmercure, on n'aime pas trop parler de ça, effectivement. Maintenant, il faut bien savoir que le méthylmercure, on est capable de le neutraliser avec une protéine qui s'appelle la séléno-P. C'est une sélénoprotéine qui est dans le sang. Or, dans l'eau de mer et dans les poissons issus de la mer, on vous trouvera de l'iode, du fer, plein de trucs super intéressants, du zinc et du sélénium. Donc, on a à la fois, certes, du méthylmercure. On en a d'autant moins qu'on consomme des poissons de petite taille, puisqu'il va être bioaccumulé surtout dans les thons, les espadons, etc. Donc, plutôt des poissons fourrage, entre guillemets. Sardines, maquereaux, anchois, voilà. Puis des poissons qui se renouvellent souvent, de plus petite taille. Mais tous les poissons apportent des oméga 3. Donc, on évitera de consommer trop souvent les gros poissons. Donc, 2-3 fois par semaine. Poissons et fruits. 2 à 3 fois par semaine. Fruits de mer aussi, oui, tout à fait. Et puis les œufs, hein. Les œufs qui sont très intéressants. Moi, c'est 2 œufs tous les jours au petit déjeuner. Par exemple, en gardant un jaune plutôt liquide, histoire de pas oxyder ce qu'il y a dedans. Mais l'œuf est très intéressant parce qu'il apporte des catégories de lipides qui sont des phospholipides qui s'incorporent dans les membranes cellulaires plus rapidement que les lipides classiques. Donc, le jaune d'œuf est très intéressant. Donc, pour revenir sur les deux familles, on dit parfois que les oméga 6 sont pro-inflammatoires et les oméga 3 anti-inflammatoires. C'est imprécis. Les oméga 6 végétaux participent à la régulation positive de l'inflammation. C'est-à-dire les huiles de noix, les huiles de chanvre. Dans les huiles végétales, on va toujours avoir un profil assez complexe d'acides gras. On va avoir des quantités très variables de 3, de 6 et de 9. Les huiles qui contiennent des oméga 3 qu'on va recommander en consommation quotidienne, sachant qu'une huile de qualité, elle est bio, vierge, première pression à froid, donc non raffinée, elle a une couleur, une odeur, une saveur particulière, dans des bouteilles en verre sombres. Et pour celles qui contiennent beaucoup d'oméga 3, comme la noix, comme la cameline, comme le chanvre, il faut les garder au frigo parce que ces oméga 3 sont très sensibles à l'oxydation, même à température ambiante. Donc pour les protéger, on les conserve au frigo. La seule qui a pas besoin d'aller au frigo, c'est le colza. Donc une huile de tournesol ne contient pas d'oméga 3, ce sera des 6 et des 9 selon les cultivars. Très peu. L'huile d'olive en contient quasiment pas. On aura beaucoup de 9, un petit peu de 6. Mais la particularité de l'huile d'olive, c'est qu'elle contient des antioxydants lipophiles de très très grande utilité, comme les tyrosols, hydroxytyrosol, dont on parle beaucoup, qui sont capables de passer un petit peu toutes les barrières, y compris la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est pas juste des antioxydants, c'est les Rolls-Royce, c'est les Ferrari des antioxydants, dans le sens où ce sont des antioxydants lipophiles et qui travaillent en très étroite collaboration avec la vitamine E. Donc la vitamine E, il y en a pas qu'une, il y en a 8 isoformes différentes. Donc plus on utilise des huiles non raffinées et dans une certaine diversité, et plus on consomme des oléagineux différents, courges, etc., même s'il n'y a pas forcément toujours des oméga 3, plus on va démultiplier les apports des 8 isoformes de la vitamine E, donc les tocophérols et les tocotriénols, qui sont les anti-lipoperoxydations par excellence. Et ces anti-lipoperoxydations, ils travaillent en collaboration avec la vitamine C qui les recycle. Donc c'est important de parler de la vitamine C. Et eux ensemble. C'est deux amis très très étroitement liés et c'est très important parce que quand on protège les lipides de nos membranes de l'oxydation, elles sont plus résilientes face à tout phénomène inflammatoire. Donc là, on parle des oméga 3 qui sont l'objet de carences très très souvent dans notre civilisation parce qu'on mange pas suffisamment de noix, parce qu'on nous a dit que le gras faisait grossir, ce qui est très très exagéré. C'est plus compliqué que ça. C'est pas juste une histoire de bilan calorique, parce que ces graisses-là, elles n'ont pas de valeur calorique en réalité. Pourquoi ? Parce qu'elles sont intégrées à nos membranes. Ce sont des outils de construction qui sont utilisés pour... 1 gramme égale 9 calories, quoi. Si on les brûle dans une bombe calorimétrique, oui. Mais les humains ne sont pas des chaudières. Oui, c'est ça. Voilà. Et les nutritionnistes ne sont pas des chauffagistes. Donc, il faut parler de la fonction de ces substances qui sont des nutriments essentiels qui contribuent à avoir de la fluidité dans nos membranes. On sait par exemple que les globules rouges, pour pouvoir passer dans les capillaires, ils doivent s'enrouler. On a des études assez anciennes maintenant qui ont démontré que plus on a une carence en oméga 3, plus les globules rouges ont du mal à s'enrouler pour passer dans les capillaires et pour oxygéner les tissus. Alors c'est surtout qu'il y a une moins bonne oxygénation tissulaire et accessoirement, effectivement, être carencé en oméga 3 augmente le risque de maladies cardiovasculaires parce que la fluidité du sang, entre autres, est moins bonne, mais il y a d'autres facteurs qui sont beaucoup plus déterminants pour la thrombose. Donc, on n'évite pas totalement les thromboses juste en prenant beaucoup d'oméga 3. Et il faut bien être clair sur le fait que
Consommer des oméga 3, ça commence par l'assiette, ça commence par les huiles. Faut pas oublier aussi les poissons. Mais les huiles, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Et la peau sèche, alors? Est-ce que tu en mettrais sur la peau ou bien tu préfères le donner par voie orale dans l'alimentation? Alors, il faut agir sur les deux côtés. Effectivement, il faut, dès lors que l'intestin va être traité, désenflammé, on aura enlevé les allergènes. Bien entendu, nous n'avons parlé que du nourrisson, mais à l'âge adulte, vont se développer de multiples allergies alimentaires contre des aliments du quotidien. Donc là, ça va être difficile de les déterminer, mais là encore, il n'y a pas un test qui soit le seul valide, c'est pas les anticorps circulants, parce qu'ils peuvent rester dans l'intestin ou dans la peau. Donc avoir un test négatif à l'ananas ne veut pas dire que vous n'êtes pas allergique à l'ananas, etc. Donc faire attention à l'interprétation de tous ces tests biologiques. Et donc, traiter l'intestin pour qu'il puisse être fonctionnel et qu'il puisse absorber ces acides gras et ces oméga 3 ou oméga 6. Donc les donner par la bouche, oui, c'est utile, mais également apporter par la peau des substances, non pas ces oméga 3 parce qu'ils seraient pro-inflammatoires, ils pourraient même provoquer une poussée d'eczéma, mais plutôt enrichir la peau de substances émollientes pour entre guillemets regresser la peau pour que en fait elle se réhydrate. Et on a deux façons d'hydrater la peau sèche. Je parle bien de la peau sèche et non pas de la peau eczémateuse. Parce que sur la peau d'eczéma rouge, sointante avec les microvésicules, on ne met pas de crème cosmétique. Mais sur la peau sèche qui en découle, on va mettre soit des crèmes très occlusives, des pommades en fait à base de vaseline ou de paraffine quand elle est très très raffinée pour éviter qu'elle soit allergisante, de l'anoline, pour permettre à l'eau de l'intérieur de venir remplir la peau et de réhydrater la peau. Mais le plus souvent, on utilise ce qu'on appelle des facteurs naturels d'humidification, des substances naturelles qu'on va trouver dans la plupart des cosmétiques hydratants pour les eczémas. Ça peut être de l'urée en faible quantité, ça peut être du NaCl, ça peut être, je donne les plus communs, qui appartiennent à notre système des NMF, Natural Moisturizing Factors. On a dans la peau des substances qui nous permettent de retenir l'eau. Parce que savez-vous que notre corps perd 500 millilitres d'eau? Je parle pas de la transpiration, juste par la perspiration, naturellement. Donc imaginez quand vous avez une brûlure de tout un bras, à peu près 9% du corps, toute l'eau qui va partir. Donc il faut préserver cette peau et la réhydrater, parce que si on a une peau sèche, il y a beaucoup d'eau qui va partir. Donc on remet avec ces Natural Moisturizing Factors, ces crèmes qui vont retenir l'eau. Et la peau bien hydratée s'eczématisera moins. Elle sera moins sensible au rôle allergisant de certains aliments. Alors, les personnes âgées boivent pas suffisamment. Ils vous disent, j'ai pas soif, j'ai pas soif, j'ai pas soif. Et à ce moment-là, on voit des peaux extrêmement sèches, parfois eczémateuses. Oui. Donc, c'est là que c'est très important de les pousser à boire. Voilà. Et à corriger leurs carences, parce qu'ils sont carencés en vitamine C. Très importante. Pour fabriquer du collagène, on ne connaît que quasiment la vitamine C, qui va, lorsque vous allez en prendre par la bouche, aller bien sûr préférentiellement dans le cœur, dans le cerveau, dans d'autres organes, moins dans la peau. C'est pourquoi il faut en prendre par la bouche, mais également appliquer de la vitamine C sur la peau. Vous savez que ce purpura, on parle des personnes âgées, ces taches violettes qu'on a sur le dos des mains des personnes très âgées, qui ont une peau fine. Oui. Eh bien, il y a quelques années, j'ai publié ces travaux de recherche. C'est un scorbut de la peau. Effectivement, définition du scorbut. Scorbut, c'est carence en vitamine C. Oui, incroyable. Peau atrophique. Des pseudo-cicatrices. On voit ces pseudo-cicatrices sur la peau. Des ecchymoses. Donc c'est un scorbut. Et nous avons mesuré avec mon équipe de recherche le taux de vitamine C dans la peau. Scorbut de la peau. Scorbut de la peau. À 20 ans, vous avez un taux de vitamine C qui est ici. À 60 ans, votre taux de vitamine C dans la peau est là. Incroyable. Donc si vous remontez le taux de vitamine C, vous allez refabriquer du collagène. Et nous avons fait la démonstration qu'en traitant la peau du côté gauche, par exemple, ou du côté droit, avec la vitamine C, rien de l'autre côté, on va guérir de ce côté-là. Donc, il faut donner de la vitamine C à la peau, par la bouche et par voie. Alors, comment tu la donnes par voie cutanée? Vous pouvez, soit il y a des produits qui existent, ils sont assez chers parce que c'est difficile de stabiliser la vitamine C qui s'oxyde très vite. Ouvrez une orange, en quelques minutes, elle va prendre. Donc, il faut, sinon vous la mettez en préparation magistrale. Je donne les conseils aux médecins, mettez une préparation avec une base et vous mettez 10% de vitamine C. On ferme bien le bocal, on le met à l'abri de la lumière, si possible au frais, pas à une température. Et on se badigeonne. Et on se badigeonne tous les jours. Et vous allez voir en 3 mois, votre purpura de Batman va disparaître. Cette personne qui est
Fragilisé On par dit ses purpurate de équipements. Batman, c'est ça? Batman, le monsieur qui a décrit ça il y a plus de 100 ans, B-A-T-E-M-A-N. C'est un scorbut de la peau. Scorbut de la peau. Mais c'est fabuleux. Voilà. Avec toi, on Et apprend ça, tout le temps quelque chose. ouais, quoi. c'est ça qui est fabuleux. Incroyable. Incroyable. Alors, tu savais ça, toi? Alors, la vitamine C, alors je me souviens pour avoir lu les histoires des grands navigateurs que le scorbut c'était une pathologie qu'on résume souvent aux dents qui tombent. En fait, c'est beaucoup plus diffus que ça. Et la le collagène ne tient pas. Voilà, c'est ça. La vitamine C, c'est un des cofacteurs avec le manganèse et le zinc de la synthèse du collagène. Donc, la symptomatologie du scorbut se limite absolument pas au fait qu'on perde les dents. Il y a des lésions cutanées, il y a des lésions neurologiques, c'est quelque chose qui peut être très grave et qui est immédiatement réversible. Ce qu'a démontré en 1740 et quelques James Lind, ça a été la première étude, le premier essai randomisé, c'est le premier essai randomisé de l'histoire de la médecine, c'est passionnant. Donc il avait, je crois, 12 marins qui avaient le scorbut et il y en a 6 qui ont eu du jus d'agrumes et 6 qui ont eu juste de l'eau. Brandy aussi, hein? Un peu de brandy. Alors ça s'est fait après, c'était un secret militaire de la marine royale britannique où ils avaient stabilisé le jus de citron dans le rhum de Sa Majesté. Ils avaient essayé bouillie, mais ça tuait la vitamine C puisque, comme l'a dit le professeur Imbert, elle s'oxyde très vite. Et l'alcool a permis de la stabiliser. Alors, je recommande absolument pas de boire de l'alcool comme ça, mais il l'avait stabilisé. Donc, il y avait une petite rasade de jus de citron, et ça fait la différence jusqu'à Trafalgar, entre autres d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de scorbut dans la marine britannique à l'époque, alors qu'en France, il y en avait chez Napoléon. Chez Napoléon, il y en avait plein. Donc, les Britanniques avaient un secret militaire qui est resté secret militaire jusqu'à vers 1850. Et Henri, pardon. Sais-tu quelle est la maladie qui est la première cause de scorbut aujourd'hui? Non. Ce sont les maladies inflammatoires de l'intestin. Ah ben voilà, bien sûr. Mais c'est logique, oui. Il y a malabsorption et surconsommation. Donc la vitamine C, il faut prendre la vitamine C. Oui. Très important. La vitamine C, enfin. tu préfères la donner en complément ou tu dis manger des fruits? Non, j'ai peur des fruits. Pourquoi? Enfin, bien sûr, c'est très important, mais j'ai vu cette étude qui est quand même assez remarquable. Nos grands-parents nous disaient, nous à Noël, on n'était pas gâtés comme vous, on n'avait pas des jouets. On avait une orange. Oui. Et cette orange, il la mangeait en quelques jours. Fallait manger. C'était précieux. Et cette orange contenait 400 mg de vitamine C. Quasiment un demi-comprimé d'aujourd'hui d'un gramme. Aujourd'hui, il semblerait que nos oranges contiennent 40 mg. Oui, ça 10 fois moins. Donc, manger 5 fruits et légumes, on devrait dire à ce moment-là, manger 50 fruits et légumes. Oui. Mais alors, je vous pose la question, qu'en est-il des pesticides dans ces cas-là, si on mange 50 fruits et légumes? Ouais. Donc, pesticides et eczéma. C'est pas de la blague, ça. Je pense que c'est pas de la blague, mais ça n'a pas encore été bien étudié, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Après, concernant les fruits, les pesticides, tout ce qui est utilisé en phytosanitaire, ils se comportent comme des antibiotiques à large spectre et ils sont en mesure d'abîmer très très gravement le microbiote digestif. Ça contribue aussi. Du glyphosate, là. Oui, entre autres, ouais, tout à fait. Il y a pas que lui, hein. Alors, je me souviens plus des noms. Bayer est très embêté à propos du glyphosate. Hein, oui, c'est quelque chose de problématique depuis bien longtemps et on sait que ça abîme très fortement le microbiote de la plante, ce qui l'empêche de se développer, sauf si elle a le gène de résistance qui lui a été intégré, donc le gène de résistance au glyphosate. Mais ces pesticides, il faut être très attentif et consommer des produits le plus biologiques possible, le plus frais possible, parce que la vitamine C, elle est produite pour répondre à une contrainte environnementale. Donc, si on consomme des fruits tout venant, certes, il y aura de la vitamine C, mais s'ils ont été cueillis avant maturité, c'est très logique qu'il y en ait beaucoup moins que le fruit qu'on va, entre guillemets, manger directement après l'avoir cueilli de l'arbre. Oui, donc, il y a une notion de saisonnalité qui est très importante. Il y a une notion de mode de culture qui est très importante, aussi bien pour la biodiversité, qui est impactée par l'agriculture productiviste. Voilà. Et puis, le fait d'avoir un produit qui est de saison, ça veut dire qu'il a été cueilli au stade de maturité idéal. Donc, le contenu en antioxydants qui lui permettent de se protéger contre l'environnement, le contenu en vitamine C va être beaucoup plus intéressant quand on choisit des produits de qualité, frais, crus. Parce que la cuisson altère la vitamine C. Dès 65. Signalé, hein. De toute façon, c'est démontré. Dès 65 degrés, la vitamine C, elle se dégrade très très rapidement et peut-être même avant, parce que quand elle est exposée à l'oxygène, elle se dégrade. Donc c'est très important. Et puis, il faut surtout pas limiter son mode de pensée aux agrumes concernant la vitamine C, parce que les agrumes en contiennent quand ils sont de saison, quand ils ont été cueillis en bonne saison. Mais quand c'est le persil aussi. Il y en a dans le persil, il y en a dans la roquette, dans la salade, dans la laitue. Donc il faut consommer des végétaux crus un petit peu tous les jours. Il faut
s'y réhabituer progressivement, mais des végétaux qui ont été nettoyés correctement pour quand on n'a pas la possibilité d'avoir accès à du bio. Et les méthodes de référence pour réduire les pesticides, c'est le bicarbonate. 15 minutes de trempage dans de l'eau avec du bicarbonate. On brosse avant, on brosse après, on rince. Le pesticide. Pour enlever jusqu'à 88% des pesticides qui sont à la surface. Pour les systémiques, on peut rien faire. Ils sont dedans. Donc, parce que ça supposerait de garder la peau. Qui va contenir l'essentiel de cette vitamine C. Donc, apporter de la vitamine C par l'alimentation, ça demande d'être un petit peu précis, et puis ça demande de réduire les temps de cuisson des légumes de manière générale pour optimiser encore. Et concernant les supplémentations, c'est pas qui peut le plus peut le mieux. Parce que la vitamine C, elle a une biodisponibilité qui est excellente. On n'a pas besoin d'aller chercher des vitamines C très compliquées, sauf en cas de malabsorption. Elle a une biodisponibilité qui est à 100%, mais quand on dépasse un certain taux sanguin de vitamine C, elle va être urinée très rapidement. Épicée, oui. Alors c'est intéressant si vous avez une cystite pour réduire l'adhésion des colibacilles à la vessie, mais autrement, pour qu'elle arrive dans les différents tissus qui en ont besoin, il vaut mieux donner des petites doses répétées dans la journée, et plutôt des vitamines C d'origine naturelle que de l'acide ascorbique qui a été obtenu avec des procédés technologiques. Vitamine C liposomale, dont il y a beaucoup de publicité là-dessus, tu en penses quoi? Alors, j'ai pas assez d'informations là-dessus. Je pense que le nutritionniste va nous en dire plus. La particularité d'une vitamine C liposomale, c'est qu'elle est contenue dans un liposome et le liposome peut fusionner avec les membranes cellulaires. Donc, on dit que c'est... c'est vrai, ça, c'est sûr. Oui, les liposomes, plus cher, hein. Ils fusionnent. C'est plus cher, mais surtout, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher un truc aussi compliqué quand la biodisponibilité est déjà à 100%? Je vois pas l'intérêt. Sauf dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales où il y a une malabsorption, et je pense, j'en ai pas des preuves. Là, ça serait utile, peut-être. Ça me semble plus utile dans ce genre de conditions-là. Autrement, je pense qu'une vitamine C, on trouve plein de supplémentations en acérola, pas trop dosées, parce que donner plus de 100 mg à la fois, c'est pas plus efficace. Donc des petites doses, donner 100-120 mg à la fois. Qui part dans les urines, quoi. Oui, c'est ça. En fait, il y a un seuil au-delà duquel on va en uriner une quantité croissante. Donc donner aux alentours de 100 à 120 mg à la fois, pour moi, c'est largement suffisant. Et faut pas hésiter à donner, par exemple, matin, midi, soir, éventuellement peut-être 3 ou 4 fois. On n'a pas forcément besoin de donner de grandes quantités, mais surtout, n'allez pas vous imaginer que la supplémentation est plus efficace que l'alimentation. C'est exactement l'inverse, parce que dans la matrice d'un fruit, d'un légume, il y aura aussi d'autres polyphénols, terpènes, etc., qui vont avoir des effets complémentaires de cette vitamine C et augmenter la durée de son action. D'accord. Alors finalement, cette peau fatiguée, eczémateuse, sèche, irritée, etc., on peut la traiter localement, mais en même temps, attention à votre tube digestif. Oui, c'est très important. Et en particulier, dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales, on se retrouve avec des problèmes de peau. Eh oui. Comme on s'en retrouve avec des problèmes des yeux dont nous avons parlé. Des yeux ou même cérébraux, je pense que les capacités cognitives du cerveau vont être altérées par des carences. C'est ça. En certaines vitamines qui sont essentielles, B12, B9, vitamine C. Vitamine C ne se stocke pas plus de 3 semaines. Oui. Donc, moi, je m'amusais à dire aux étudiants, je vais te priver de fruits et de légumes, et en 3 semaines, tu vas faire un scorbut. C'est affreux. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est le scorbut de la peau. Enfin, j'aime beaucoup. C'est intéressant. Là, j'ai appris quelque chose d'important. Le fait d'appliquer une crème à base de vitamine C fait augmenter la synthèse de collagène de 30% en 6 mois. C'est ça. C'est ce que nous avons démontré. Et c'était d'ailleurs en l'an 2000 la première étude scientifique dermatologique, cosmétologique, cette fois publiée dans un journal de recherche internationale de la peau dermatologique. Donc c'était pour montrer vraiment la bonne tenue de cette étude, mais l'effet invraisemblable de cette vitamine C appliquée sur la peau avec une concentration seulement de 5%, mais qui faisait fabriquer 30% de collagène. Donc pour toutes les personnes âgées, bien sûr, le premier cosmétique, c'est la vitamine C. Et alors, le collagène, tu vas en donner du collagène ou tu vas laisser le collagène se faire fabriquer en étant aidé par la vitamine C? Alors, ça peut paraître curieux, mais je me suis interrogé là-dessus. Et souvent, c'est comme ça qu'on travaille et qu'on progresse en médecine, c'est quand quelqu'un va vous demander de faire un exposé là-dessus. Et on m'a demandé d'aller en Corse à un congrès de médecine, de parler des effets des compléments alimentaires qui contiennent du collagène et de l'acide hyaluronique. Eh bien, j'ai étudié tous les travaux scientifiques, et oui, ça marche. Quand vous donnez du collagène à quelqu'un, par la bouche, dans des gélules ou autres, ce collagène va bénéficier à vos organes, à vos articulations, à l'os et à la peau.
D'accord. Et vitamine C associée. Et la vitamine C, en plus, puisqu'elle va aider à la matrice collagène. Je pense que les gens qui ont une ostéoporose, ne pas tout mettre son accent sur la vitamine D, mais bien penser à la vitamine C pour fabriquer le collagène de l'os, sur lequel vont se... Alors, le bouillon d'os, est-ce que le bouillon d'os va nous apporter du collagène sans être obligé de prendre un complément collagénique? C'est une question très intéressante parce qu'on a une vision du collagène qui est souvent faussée, comme dès qu'on parle de commerce de compléments alimentaires. Ça peut être des outils intéressants quand ils sont utilisés à bon escient, mais le collagène, dans la peau du poulet, il y en a dans la peau du poisson. Alors, c'est une protéine spécifiquement animale, donc c'est vrai que c'est une protéine qui est complète de par son aminogramme. Le contenu des acides aminés essentiels est totalement complet. Par contre, ce qu'il faut pas croire, c'est que le fait de prendre du collagène en complément alimentaire, vous allez faire clic-copier, clic-coller dans les tissus qui en ont besoin. Oui. Le collagène, il va suivre le déroulement de la digestion de n'importe quelle protéine, il va être découpé, et puis ensuite les acides aminés vont être apportés là où il y en a besoin, en fait. Il va être intégré au processus physiologique. Donc, une personne, par exemple, une personne âgée qui a des problèmes de peau, donc elle peut être carencée en vitamine C, mais il y a des carences protéiques qui existent. La dénutrition protéique peut être assez fréquente chez les personnes âgées et isolées. Donc, parfois, c'est le fait d'améliorer l'apport en protéines à travers une supplémentation au collagène, ou alors le fait de consommer la peau du poulet ou de faire du bouillon d'os, parce qu'en fait, c'est le collagène de l'os. C'est une bonne chose, le bouillon d'os. Le nom du collagène vient du fait que quand on prend des os qu'on les fait bouillir, on produit de la colle. Je crois que ça date du néolithique, ce genre de colle-là, peut-être même avant. Donc on obtient de la colle parce que la protéine génère une colle. Ouais. Mais le collagène, c'est ça. Donc c'est l'une des protéines de structure de l'os. Quand on a une personne âgée en dénutrition protéique, le fait de réduire la quantité de collagène dans les os est un facteur monumental de l'ostéoporose, beaucoup plus que la carence en calcium. Se casser le col du fémur, quoi. Voilà. Donc ces protéines-là, eh bien, on fait pas copier-coller, mais en même temps, on doit pouvoir les resynthétiser. Et ce que je trouve très très important, vous l'avez très bien dit, professeur Humbert, c'est que la protéine ne suffit pas. Il faut les cofacteurs de la synthèse de ce qu'on veut obtenir. D'où la vitamine. C'est pour ça probablement que il y a des compléments alimentaires qui donnent des résultats. C'est peut-être parce qu'il y avait des personnes qui manquaient de protéines au départ, mais aussi parce que souvent, c'est logique, ils font une synergie, on appelle ça une sorte de synergie micronutritionnelle. Ils vont apporter en même temps que le collagène du complément, ils vont apporter souvent de la vitamine C, du zinc, du manganèse et parfois du magnésium, puisque ces trois minéraux pour le magnésium et oligoéléments pour le zinc et le manganèse sont des cofacteurs de la synthèse protéique, et là en particulier du manganèse. C'est ça. Donc la peau nous dit énormément de choses sans nécessairement avoir un eczéma. En particulier, il y a une grande population en France et en Europe qui est âgée, et cette population a une peau assez fine, a des problèmes d'irritation. Donc on a beaucoup de conseils à donner de ce côté-là. C'est formidable. Ce côté-là, et puisqu'on parlait de vitamine C, mais on pourrait développer sur beaucoup d'autres choses. La vitamine C a aussi un effet préventif sur le développement des cancers de la peau. Oui, bien sûr. Donc c'est intéressant. C'est vraiment une vitamine qui est fabuleuse. Même sur le petit basalium. Oui, même sur le petit basocellulaire, basalium, effectivement, comme les Suisses également. Tout à fait. Alors, je suis arrivé à traiter des basaliums, alors que le chirurgien avait pris rendez-vous pour enlever le basalium, c'est-à-dire un petit cancer de la peau, tu vas nous en parler, avec de la propolis. C'est-à-dire que j'ai fait passer de la propolis matin, midi et soir, un tout petit peu sur le petit basalium, et voilà que 15 jours après, la personne va voir le chirurgien et dit « mais il n'y a plus rien, je ne vous opère pas ». Il y a un effet antimitotique local de la propolis des abeilles. C'est extraordinaire. Oui, on a ça avec l'imiquimod. Qui pouvait imaginer qu'une tumeur puisse guérir avec une crème? Oui. Personne, jusqu'à ce qu'arrive cet produit, imiquimod, non commercial par exemple, Eldara ou d'autres, et qui va créer une réaction immunitaire de l'organisme, qui va être cytotoxique et tuer les mauvaises cellules. Et donc, effectivement, pourquoi pas, ça serait intéressant d'étudier qu'est-ce qu'il y a dans ce propolis qui aurait pu donner cela. Produit naturel que les abeilles fabriquent pour protéger et avoir Mais bien entendu, et tu le sais, il faut être rigoureux. Si toutefois, au bout d'un mois, les choses... bien sûr, on va passer au chirurgien, bien entendu. Non, mais tout ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui avec ces problèmes d'eczéma atopique, depuis le tout petit bébé qui se retrouve à se gratter, obligé de le protéger avec des pommades qui parfois ne servent à rien, l'allergie aux protéines du lait de vache, les insuffisances nutritionnelles, même d'une maman qui est peut-être mal nourrie et qui va donner un lait qui est pas adapté à son enfant. Tout ça, c'est passionnant. Et ce qu'on a appris sur l'eczéma atopique
et également le problème de la carence en vitamine C sur la peau, quoi. Ça, c'est oui, formidable. l'eczéma, on peut le mettre à toutes les sauces, qu'elle soit d'origine allergique ou qu'il soit d'ailleurs une dermatite chronique de la peau liée à plein de choses, à plein de maladies. On peut appeler ça eczéma. Donc, ce titre très global parle des gros problèmes de la peau en général. Et alors, Philippe, l'image que nous avons vue tout à fait au départ et que l'on voit encore là, qu'est-ce que c'est cette pathologie que l'on voit sur la peau de cette personne au-dessous de son œil? Là, je pense que on ne peut pas dire que c'est pas de l'eczéma, parce que les vésicules seraient beaucoup plus petites que cela, beaucoup plus coalescentes les unes à côté des autres, avec un fond rouge. Ce n'est pas de l'acné, bien entendu. Et donc, ceci évoque pour les confrères dermatologues probablement ce qu'on appelle des petits angiokératomes. Angio, donc petits vaisseaux. Des petits vaisseaux, kératomes un petit peu kératénisés, ce sont des tumeurs qu'on va rencontrer chez quelqu'un qui a une maladie générale qui s'appelle la sclérose tubéreuse de Bourneville. C'est pas un cancer. Non, c'est pas un cancer. Sauf que ces personnes sont à risque parfois de cancer et se manifestent par des épilepsies. Ah. Donc c'est le rôle du dermatologue d'écouter ce malade qui vient voir pour cette éruption, parce que le dermatologue ne fera rien, ne pourra pas traiter l'éruption tout simplement lors d'une consultation. Mais il va peut-être aider à poser le diagnostic. Mademoiselle, avez-vous des troubles neurologiques? Avez-vous fait de l'épilepsie? Oui. Dans ces cas-là, ça y est, on a un diagnostic précis. C'est pas une épilepsie idiopathique sans cause. C'est une épilepsie qui rentre dans ce syndrome qu'on appelle épinoïa ou sclérose tubéreuse de Bourneville. Parce que ce qui se passe sur la peau se passe aussi au niveau du cerveau, et peut-être? Oui, la peau, vous voyez que cette maladie de peau ici, en photo, peut exprimer une maladie qui va se trouver ailleurs, et notamment aussi dans le cerveau. Et est-ce que les neurologues le savent? Je pense qu'ils le savent, parce qu'ils l'ont appris dans la... Mais est-ce qu'ils sont capables de différencier ceci d'une acné? C'est pas évident, il faut de l'expérience. Voilà. Au final, c'est beaucoup une question de barrière biologique. Barrière hémato-encéphalique, barrière cutanée, barrière intestinale. Oui, toujours les barrières. Je voudrais bien terminer sur un aspect que j'ai appris récemment, que tu m'as appris récemment, à savoir que notre cerveau fabrique du cholestérol, parce que le cholestérol qui circule dans le sang ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, et notre cerveau fabrique du cholestérol à partir des oméga 3. Extraordinaire. Tu peux nous préciser les choses? C'est une équipe canadienne qui a démontré ça au début des années 2000. C'est le docteur Delorgeril qui m'avait expliqué ça. Donc j'ai retrouvé effectivement l'article. Donc les oméga 3 en fait sont des chaînes carbonées, donc des chaînes d'atomes de carbone avec des hydrogènes, tout ça. Et ces atomes de carbone, en fait, on est capable d'utiliser les acides gras, de les découper pour obtenir des petites séquences à 2 carbone qu'on appelle des acétates. Et cet acétate qui est une molécule qu'on rencontre absolument partout dans le métabolisme cellulaire, on peut l'utiliser pour refabriquer des lipides, pour fabriquer de l'énergie ou pour refabriquer d'autres molécules, dont le cholestérol. Donc à partir de l'acétate. Et le cerveau peut synthétiser. Et le cerveau va utiliser les atomes de carbone, les séquences carbonées des oméga 3 pour fabriquer du cholestérol au niveau du cerveau, puisque le cholestérol donne un point de rigidité à la membrane cellulaire qui est un point d'ancrage au cytosquelette. On appelle ça des radiolipidiques. Donc dans la communication des neurones entre eux, c'est absolument fondamental. Donc avoir un taux de cholestérol physiologique au niveau central, c'est quelque chose qui est très très important pour les fonctions de communication. Pour la neurotransmission. Pour la neurotransmission, tout à fait. Ça. Bon, bah écoutez, merci infiniment Henri pour tout ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui à partir de la peau, de l'intestin, du cerveau et de tout ce qui est important dans notre vie. Merci beaucoup et donc à très bientôt. Nous parlerons bientôt des parasites parce que tu as écrit un livre, mais il me semble que tu as écrit 2 livres. Un sur la peau, qui est Votre peau me dit tout de vous. Oui, qu'on peut trouver aux éditions Pure Santé, qui est une maison suisse. Oui. Et puis le premier, qui est vraiment très intéressant, Avez-vous un bon médecin? Le titre n'est pas de stigmatiser les médecins, bien au contraire, c'est d'essayer de montrer au malade tout ce qu'un médecin peut lui apporter, mais il faut que le malade ait un comportement adapté à susciter de l'intérêt par son médecin. Et donc, ce livre est plein d'histoires, plein de choses qui bon, voilà, très rapidement. Et puis, on se reverra, j'espère, au mois de février pour parler des parasites. Parce que parasites, absolument. C'est un monde incroyable de petits êtres qui vivent en nous et qui sont responsables de beaucoup de choses. On le verra. Mais nous nous reverrons aussi pour un autre sujet quand on a l'impression d'avoir épuisé tous les médecins et qu'on est complètement paumé. Et à ce moment-là, tu as peut-être solutions, solutions intéressantes. Parfois. On va en reparler. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis sur ABC Talk. Vous savez que c'est bien meilleur que TF1, Antenne 2 ou toutes les autres. C'est là
qu'il faut faire suivre et faire diffuser tout ce que nous pouvons vous apprendre pour la prévention et le traitement des maladies. À très bientôt.